Une embrouille de vrai-faux espionnage chez Renault, des enquêtes occultes chez Areva et France 24. Ces affaires ont mis à jour d'étranges relations entre dirigeants d'entreprises, responsables sécurité, anciens policiers ou agents de renseignement. Et au milieu de ça, un concept devenu à la mode, intelligence économique. Que l'approche de l'économie devienne intelligente, personne ne s'en plaindra. Mais les affaires nourrissent les soupçons et laissent entrevoir des aspects plus obscurs. Raison de plus pour partir à la découverte du monde étrange et mystérieux de l'intelligence économique, en compagnie de ses protagonistes, des personnages étonnants, souvent insolites. Avant de commencer la tournée d'inspection, rendez-vous discret avec un spécialiste des arrière-cours. Depuis son livre sur les nouveaux barbouzes, il est dans le collimateur de ceux qui veulent donner l'image la plus lisse possible de l'intelligence économique, qui est à la fois leur métier et leur marché. Beaucoup de chefs d'entreprise ont recours à des cabinets d'intelligence économique. Des cabinets d'intelligence économique naissent et grandissent et sont de plus en plus nombreux. Au départ, le concept anglo-saxon, c'est Economic Intelligence. Intelligence, en français, il faudrait plutôt traduire ça par renseignement. Donc finalement, c'est du renseignement économique. C'est un terme qui fait un peu peur. En France, c'est un pays marqué quand même par des dérives nombreuses des services de renseignement et des barbouzes. L'intelligence économique en soi n'est évidemment pas une pratique mafieuse, c'est même une pratique plutôt saine. Quand on y pense, c'est un des rouages indispensables de l'économie et du capitalisme mondialisé. C'est finalement rechercher l'information la plus pertinente pour une entreprise. Donc sur le papier, je veux dire, c'est effectivement très séduisant. Le problème, c'est les méthodes qui vont être mises en œuvre pour accéder à ces informations. Il y a une nouvelle génération aujourd'hui qui est issue des écoles de commerce et qui ont un parcours relativement classique, mais on s'aperçoit que c'est un milieu composé en grande majorité d'anciens fonctionnaires, d'anciens policiers, d'anciens gendarmes, d'anciens membres des services secrets, notamment dans la direction de ces sociétés. Et tous ces anciens fonctionnaires se sont reconvertis dans le privé, en important bien souvent les méthodes acquises du temps de la guerre froide ou en tout cas des services. Quand Michel Alliot-Marie et Jean-Pierre Raffarin, aussi d'ailleurs, m'ont proposé de devenir directeur du renseignement à la DGSE pour y implanter l'économique, moi je venais de passer 20 ans dans le monde de l'économie, je connaissais bien les entreprises, le monde de l'entreprise. Bon, c'est clair que j'étais convaincu que c'était une vraie mission. Amener l'économique vraiment l'économique dans les services de renseignement pour aider l'industrie française à se développer de manière efficace au niveau international, c'est un formidable challenge. L'homme est affable, sa réputation plus sulfureuse. Son nom s'est glissé dans de récentes affaires. Un sacré CV tout de même. Commando dans les services Action, une belle carrière dans l'industrie, puis le renseignement extérieur. Et de 2002 à 2009, il est haut fonctionnaire à l'intelligence économique. Signe des temps, aujourd'hui, il conseille un grand cabinet d'avocats d'affaires américain. L'intelligence économique, il y a un côté attaque, c'est la recherche d'informations qui va vous permettre d'être plus efficace. De pouvoir anticiper, d'être plus efficace. Il y a un deuxième volet, c'est la protection, parce que quand vous faites de l'attaque, vous découvrez que toute entreprise, tout entrepreneur peut avoir accès à un certain nombre d'informations chez vous. Donc il faut voir comment vous pouvez mieux protéger les vôtres. L'aéronautique est une des activités sur laquelle, indiscutablement, l'intelligence économique s'est appliquée, s'applique et est utilisée par tout le monde. On a besoin de l'intelligence économique pour savoir ce que font les autres, les capacités des autres avions, les plans, les planifications, enfin il y a tout un ensemble, si vous voulez. C'est du renseignement, quoi. Ah ben c'est du renseignement économique. L'intelligence économique, ça vient aussi du mot intelligence anglais, qui veut dire renseignement, il ne faut pas se leurrer. Je pense que peu à peu, les gens vont comprendre que ce n'est pas quelque chose, c'est pas les tontons flingueurs, si vous voulez, ou les barbouzes, mais que le renseignement, c'est quelque chose de très important et d'essentiel pour la survie de nos entreprises, comme de l'État d'ailleurs.
D'accord, mais alors que faire de l'histoire du Tupolev 144? Quand il se crache en 1973 au Salon du Bourget, hasard ou vice de fabrication on ne saura jamais, on le surnomme déjà Konkordsky, tellement il ressemble au Concorde dont on soupçonne les Russes d'avoir volé les plans. Là, on n'est plus dans l'intelligence économique, on est dans l'espionnage. Dans un certain nombre de cas, sous la pression du besoin, il peut y avoir à ce moment-là effectivement des États ou des entreprises qui, dans ce genre de choses, franchissent les limites. Aujourd'hui, nous sommes en guerre économique, partout, dans tous les coins du monde, et les uns contre les autres. On n'a pas d'alliés, on n'a pas d'amis. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Chacun veut développer l'emploi chez lui et veut rapporter des richesses chez lui. Si vous devez, entre guillemets, jouer le mercenaire et être retourné tout de suite, la confrontation va être perdue pour les intérêts que vous avez à défendre. C'est vrai dans la guerre, c'est vrai dans l'économie, c'est vrai dans l'intelligence économique. N'oubliez jamais que on va être dans des champs, vous allez être dans des champs souvent sensibles et difficiles. Une école de guerre économique, c'est vrai que c'est un concept un peu sulfureux au départ. Alors ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que on regarde sous le tapis ou c'est pas une école d'espionnage, c'est tout le contraire. Dès 1994, il co-signait le texte fondateur de l'approche intelligence économique pour l'État. Pourtant, c'est un ancien militant maoïste. Il en a gardé une fidélité à toute épreuve à la théorie du rapport de force. C'est le dogme de cette école de guerre économique qu'il a créée. À 10 000 € l'inscription, ces étudiants attendent sans doute que l'intelligence économique leur procure une belle situation. On y enseigne en fait le lien entre la stratégie, l'entreprise qui a une stratégie pour se développer, les problèmes qu'elle va rencontrer avec l'information en s'affrontant à d'autres, parce que l'économie de marché, c'est pas si tous les gars du monde de se donner la main, c'est je prends un marché à quelqu'un d'autre, obligatoirement. Donc c'est un affrontement. Je vous disais tout à l'heure, c'est l'expérience des confrontations des hommes dans la guerre, mais c'est aussi les confrontations dans l'économie ou dans le discours qui nous amènent à poser ces principes-là. Patton est quelqu'un qui avançait tout le temps, quel qu'en soit le prix. Tempo rapide. En face, vous aviez Montgomery, lui, il n'avançait qu'il disait 200% sûr de gagner. Donc pas du tout le même rythme, pas du tout les mêmes valeurs. Mais au fond, ils avaient la même attention au certain nombre de principes que je vous ai énoncés. Unité de commandement, concentration de l'effort, partage, soutien mutuel. Ça, ce sont des règles inaltérables. Alors vous, qui allez-vous être au milieu de tout ça? Je vous mets au niveau de ces chefs opérationnels, voire de ces stratèges, parce que c'est bien cela que nous voulons vous faire atteindre. Est-ce que vous vous sentez d'organiser la politique d'intelligence économique d'une entreprise? Je sais que c'est difficile, mais on va vous y aider, on va vous y former, on va tout faire pour que ça fonctionne. En conclusion, à moins que vous n'ayez des questions là-dessus, j'en ai terminé pour cette très courte présentation Potemkin. Merci. Parce que c'est plus marrant et rigolo ou vendeur de parler de l'espionnage, dès qu'on commence à essayer de dire, attention, c'est quoi le plus important? Là, c'est beaucoup moins sexy, parce que effectivement, on va parler de choses très sérieuses, mais on est sur le réel, là. On est sur ce qui va faire disparaître des secteurs d'activité, ce qui va appauvrir des parties de population, ce qui va rendre des territoires pratiquement détruits sur le plan économique. Et ce réel-là, c'est une autre histoire. Comme l'histoire des dentelles de Calais. 2006, dans le Pas-de-Calais, tout un tas de petites entreprises de dentellerie au savoir-faire unique sont rachetées par des investisseurs chinois. Leur plan secret, délocaliser en Chine la production de dentelles. C'est ce qu'assurent les rapports de la DST qui parviennent aux hauts fonctionnaires intelligence économique. On déclenche alors l'opération « Sauver les dentelles de Calais ». On a décodé la manœuvre et ensuite il a fallu trouver la contre-attaque. On a classé les machines, puisqu'elles avaient plus de 100 ans,
comme œuvre d'art, enfin dans ces produits qu'on ne peut pas vendre à l'étranger sans l'autorisation du ministère de la Culture. À partir de ce moment-là, ils ne pouvaient plus exporter les machines, donc ils ne pouvaient plus produire dans l'hôtel de Calais comme elle se fait à Calais. Eh bien, mine de rien, on a sauvé 2 à 3 000 emplois. Ben moi, je trouve que c'est une bonne opération d'intelligence économique au niveau de toutes petites entreprises. Vous voyez, là, on n'est pas en train de parler de Renault ou de ADS. C'est vraiment tout petit. Et l'intelligence économique, justement, c'est un des problèmes majeurs que nous avons rencontrés et que j'ai rencontré personnellement depuis le début, c'est de faire comprendre aux patrons de PME et PMI que c'est aussi important pour eux que c'est important pour les grands groupes. Justement, évangéliser les PME aujourd'hui, c'est l'une des tâches du délégué interministériel à l'intelligence économique. Avec rang de préfet, s'il vous plaît, et censé coordonner l'action des services de l'État. Courageuse ambition au pays des féodalités administratives. Une initiative récente dont il n'est pas peu fier, une publication. On a voulu avoir un document qui soit accessible à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le sujet. Et nous venons de publier le guide du routard de l'intelligence économique, un vrai guide du routard qui donne de façon assez ludique, simple et très complète, aussi bien les outils à utiliser que les pièges à éviter, les adresses utiles pour un patron d'entreprise, de TPE, de PME qui veut se lancer dans une démarche d'intelligence économique. Le mot d'ordre de ce genre de visite, l'intelligence économique pour la compétitivité. La cible, les PME haute technologie. Et ça, c'est un local spécial, donc dans ce bungalow, pour éviter qu'on ait de la poussière dans l'atelier. Ici, à partir des voiliers, on a développé la fibre de carbone vers des secteurs stratégiques. Donc ici, une belle antenne satellite, il y a un peu la complexité du système. On est à la fois sur du travail extrêmement manuel. Et ça, c'est top secret. Il y a le savoir-faire, il y a le tour de main, il y a les résultats. Alors les résultats sont sur les ordinateurs. Oui, c'est sûr qu'on pourrait se faire voler beaucoup de choses. On peut se faire voler beaucoup de choses. On fait partie de ces entreprises qui ne déposent pas, qui ne brevettent pas. Parce qu'un brevet, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde et à nos concurrents. Moi, régulièrement, je vais par l'intermédiaire d'Internet sur des bases de données et j'accède aux brevets de certaines entreprises. Et je vois ce qu'ils font et ça me donne des idées. Et moi, j'ai pas envie qu'ils sachent ce que je fais. Donc, je ne dépose pas de brevet et on garde ça chez nous. Non, on est en veille permanente, effectivement. Alors la veille, c'est quoi? On va aller chercher sur Internet tout ce qu'on peut trouver sur les nouveaux matériaux, sur les produits concurrents. On va aller sur des salons, pas que des salons français. Suivre les nouveaux matériaux, suivre les nouveaux procédés, découvrir des nouveaux trucs. Ça, c'est aussi une démonstration qu'une veille active, qui est dans un cadre parfaitement ouvert et parfaitement accessible, est très très précieuse. Extraordinaire. Mais c'est quelque chose qui doit être structuré, organisé et voilà, et qui s'apprend. On a un produit qui est exceptionnel, carbone, composite, et on a le monde en face de nous. Sauf qu'on ne peut pas attaquer le monde entier. On n'est pas dans 007, on ne peut pas attaquer le monde entier. Donc il va falloir qu'on sélectionne dans quel pays on va faire porter nos efforts en matière de développement. Ma question, c'était qui consomme la fibre de carbone dans le monde? Elle n'a pas réussi à avoir une réponse. Comment aider un patron dans son développement international? That's the question. À l'évidence, celui-ci aurait bien besoin d'un coup de pouce d'intelligence économique offensive. Carrément une approche stratégique mondiale. Non loin de là, on fabrique des cages de Faraday, ces caissons étanches aux perturbations qui servent aux expériences les plus sensibles. Un problème récent d'intelligence économique défensive illustre à quel point les PME sont vulnérables aux facteurs humains.
En février 2011, notre responsable export est venu me voir un après-midi en me disant qu'il souhaitait démissionner sur le champ. Donc dans la foulée de cette annonce, nous avons contrôlé son ordinateur, ses dossiers, et on a constaté que ses disques durs avaient été effacés et que de nombreuses pièces papier ayant trait à la concurrence ou au dossier en cours avaient disparu. L'ensemble d'une valeur de plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est pas seulement le départ d'un salarié, c'est quelque part une forme de trahison, avec, on s'est rendu compte par la suite, plusieurs mois de préparation, d'accumulation d'informations, pour partir le jour J, lorsqu'il avait en sa possession suffisamment d'éléments pour être, entre guillemets, vendeur et acheté par son nouveau recruteur. Pas facile pour une PME de se défendre juridiquement. Heureusement ici, le coupable était facile à identifier. Du coup, l'entreprise a pu attaquer son ancien cadre, finalement condamné, de la prison ferme et des dommages et intérêts. Je pense que la concurrence est de plus en plus internationale, elle est de plus en plus intense, donc forcément, il y a de plus en plus de concurrents qui franchissent la ligne rouge et mènent des actions à la limite de la légalité, voire franchement illégales. Pour autant, nous, ce qu'on conseille aux entreprises, c'est évidemment de ne jamais franchir la ligne rouge, c'est-à-dire rester dans le strict cas d'une concurrence loyale et parfaitement légale. Parce que toute mauvaise action, toute attaque illégale se retourne toujours à un moment ou à un autre contre son auteur. Siepel, et c'est ce à quoi nous encourageons les entreprises, a immédiatement prévenu les services de l'État, donc a tout de suite bénéficier de capacités d'investigation dans un cadre judiciaire, dans un cadre parfaitement légal, qui sont celles des services de l'État. Donc on a pu tout de suite mettre en place les outils, les réactions, les contre-offensives dans un cadre légal et efficace. Bonjour à toutes et à tous, je suis de la DCRI, la Direction Centrale du Renseignement Intérieur, et je vais vous exposer ce qu'on entend par sécurité économique active. Dans le cadre de cette guerre économique qui est bien réelle, l'innovation, bien entendu, et la recherche est au cœur de cette stratégie. Vous avez par exemple ce qu'on appelle le fonds InQtel qui a été créé en 2000 par la CIA. Pour la CIA, ça permet de siéger au conseil d'administration de ces sociétés, donc de peser sur leur stratégie de développement et de suivre l'évolution de leurs projets. Les services de l'État, justement les voici. En l'occurrence, les fins limiers du renseignement intérieur. Autrement dit, la DCRI, anciennement DST, dont un agent conférencier porte la bonne parole de l'intelligence économique devant des directeurs de labos universitaires et sous l'œil vigilant de son supérieur hiérarchique. La DCRI n'intervient pas pour des problèmes de concurrence franco-français. La DCRI intervient pour protéger l'emploi et l'économie nationale contre des agressions qui viendraient d'entités extérieures. Par exemple, un stagiaire qui, par malveillance, pourrait être conduit à récupérer des informations et alimenter un État ou une entreprise extérieure. Aujourd'hui, l'espionne Matahari serait stagiaire. En 2005, on a retrouvé sur l'ordinateur personnel d'une étudiante chinoise en stage chez Valeo plein de données confidentielles de l'entreprise. Faute de preuves de transmission effective à un concurrent, elle ne fera que 2 mois de prison. Mais l'image du péril jaune fera son chemin et jouera sans doute son rôle dans la fausse histoire d'espion chez Renault. Pour autant, à la DCRI, en aparté, on dit que les Chinois sont les premiers pilleurs de la technologie française. Le but de cette relation pour nous à l'entreprise, au laboratoire, c'est bien entendu de transmettre cette culture de la sécurité économique, mais également de les protéger. Le vol, c'est 30 secondes. On détourne votre attention, on vous vole votre smartphone. La plupart des disparitions se font bien à l'étranger. Alors perte ou vol, des fois quand on veut minimiser les choses, on se dit bon on a perdu, mais enfin ça change pas grand-chose à la réalité. Alors pour la petite histoire, on a eu comme ça une personne qui venait de quitter sa chambre d'hôtel et qui tout d'un coup dans le taxi se rend compte qu'il a oublié quelque chose. Donc il fait demi-tour et il se dépêche de rentrer à sa chambre. Et là il a eu la surprise de rentrer dans sa chambre et de trouver une personne qui était debout sur une chaise en train de parler à un détecteur de fumée. C'est quand même surprenant, hein.
Enfin, le dernier conseil que je vous donne, parce que c'est le socle d'une bonne politique de l'intelligence économique, et ça, il faut que tout le monde y soit sensibilisé, c'est si vous avez le moindre doute dans votre environnement, il ne faut pas hésiter, il faut alerter. Comment est-ce qu'on alerte? Tout simplement, on fait ce qu'on appelle un rapport d'étonnement. C'est un petit rapport circonstancié en quelques lignes pour expliquer ce qui nous paraît bizarre et pas tout à fait normal. Et ça va permettre de le faire passer aux autres collègues qui peuvent se retrouver dans la même situation et d'éviter du coup de se faire piéger. Ils sont où en Suisse? Hein? Ils sont où en Suisse? J'en sais rien, ils sont du côté de... là-haut, là, tout en haut de la Suisse, je sais plus où. Je suis allé 10 fois, mais c'est à côté de Strasbourg. C'est pas loin de Strasbourg. Strasbourg-Bâle par là-bas. Là. Lui, il s'est pas contenté de ces rapports d'étonnement qui paraissent un peu dérisoires. Il a crié sur les toits qui se faisaient voler. En 1993, il a racheté Cuir CCM, une PME alors leader mondial dans la fabrication de machines à découper et à imprimer des emballages en carton. Je fabrique les boîtiers pour la nouvelle machine qui est aux États-Unis. Mais le plan, je ne peux pas vous le montrer trop parce que c'est confidentiel. Le plan est confidentiel. Ah, je n'ai pas le droit de le montrer ni de le donner à qui que ce soit. Pas ça. Voici son histoire. C'est vers 1996 que ça commence à se gâter. Certains cadres s'en vont, il perd des appels d'offres, des concurrents moins chers apparaissent, comme s'ils avaient ses dossiers en main. Il fait sa propre enquête, infiltre un détective privé pendant des semaines dans son entreprise. Aucun résultat. Jusqu'au jour où, en l'an 2007, je reçois une lettre anonyme, avec marqué « Monsieur le directeur de l'établissement, je vous informe sur le fait que la société Cetinor Alezène Zone du Élu a chez elle en étude depuis quelques années la réalisation et l'aboutissement d'une machine d'impression identique à celle que Monsieur Cuir construisait dans le passé. Je sais d'avance que vous ferez un bon usage de ces renseignements et naturellement, comme toute lettre anonyme, ce n'est pas signé. » Reconstitution de la machination. 2 cadres ont démissionné de Cuir CCM pour être embauchés par la société mentionnée par la lettre anonyme, Cetinor. En partant, ils ont emporté les copies de dizaines de milliers de documents. Autrement dit, des années de développement industriel. Je vous montre. Donc ça, c'est une machine qui a un peu plus de 10 ans. Une machine comme ça vaut entre 3 et 5 millions d'euros. C'est les logiciels ici, qui sont des logiciels spécifiques que nous avons développés. Et c'est ces logiciels-là qu'on nous a volés. Sur ces logiciels-là, il y a des dizaines de milliers d'heures de travail d'ingénieurs. Il se bat, alors on cherche à l'intimider. Il s'obstine, ça finira par payer, mais 15 ans après. Début 2013, ces voleurs sont condamnés à payer. Mais Cetinor est une coquille vide. C'est sûr, ils ont revendu les secrets de fabrication de cuir. Où et à qui? Ils soupçonnent un complot, un grand hold-up collectif. Je sais que par exemple, nous avons eu des collaborateurs chinois qui ont travaillé ici. Et puis, je m'aperçois que c'est les collaborateurs chinois qui sont venus étudier en France, qui ont obtenu la nationalité française, ont créé des sociétés d'emballage en Chine, des sociétés de machines en Chine. Tout ça, qui, quoi, comment? Bon, est-ce que c'est en Chine? Est-ce que c'est ailleurs? Je ne peux pas vous le dire. Comment savoir? Et comment reconquérir les marchés perdus? S'il avait, comme nous, assisté aux leçons précédentes, nul doute qu'il invoquerait le dieu de l'intelligence économique, ou certains de ses prophètes. Bon, c'est toujours sulfureux, ces trucs-là. Hein. Moi, je m'en gafferais. Hein. La théorie des jeux... Moi, je pense que vous perdez votre temps. Franchement, hein. Ouais.
Ouais, j'incite à la prudence là-dessus, parce que je vois très bien ce genre de... Surtout avec les références qu'ils indiquent aux États-Unis, j'y crois pas plus que ça, franchement. Salut Christian, très bonne journée à toi, ciao. Le renseignement a en France une connotation un peu péjorative lorsqu'il s'agit du monde des affaires. Je me souviens d'un ancien patron de la DST qui disait « James Bond au-delà du Channel et Barbouze en deçà ». Voilà. Donc il y a en Angleterre, aux États-Unis, une résonance probablement plus positive au mot renseignement que celle qu'on retrouve en France. Donc il ne faut pas chercher à introduire le renseignement dans le monde des affaires. Pour ces raisons-là, culturellement, c'est quelque chose qui ne passe pas. A priori, c'est la nouvelle génération, Sorbonne et Oxford, pas un ancien flic. Colonel de réserve de la gendarmerie tout de même, et des airs d'en savoir plus qu'il n'en dit. Il dirige la plus grosse boîte d'intelligence économique française, créée par l'État qu'il a privatisée pour moitié. Alors évidemment, pour une image respectable de l'intelligence économique, moteur, action. L'intelligence économique, si on dit que ça n'est pas le renseignement, ça suppose qu'on est à la fois un corps de doctrine, de méthode, une charte éthique, etc., etc., des moyens techniques, des moyens humains, des neurones à injecter dans ce processus. Donc ça suppose d'avoir effectivement des gens qu'on recrute dans les grandes écoles, le plus souvent les écoles d'ingénieurs, des business schools, des grandes formations universitaires, que l'on forme à nos métiers. Ce sont des métiers extraordinairement exigeants. Ça suppose, par exemple, de parler plusieurs langues, ça suppose de maîtriser des langues qu'on dit rares. Point 2, ça suppose de mettre en place des outils, notamment des logiciels. Il y a tout ce qu'on appelle le data mining, c'est-à-dire le logiciel qui vient en renfort de l'homme qui a face à un océan de données numériques. Et donc il nous faut parfois disposer de nos propres moyens d'indexation de l'information. Il nous faut le remonter, ce qu'on appelle les crawlers qui vont rapatrier l'information. Il faut ensuite pouvoir fermer le système et travailler sur nos propres systèmes informatiques à l'abri des autres regards. Que chacun ne comprenne pas exactement ce qu'on y cherche dans ce corpus de données, mais je puis vous dire que c'est un travail d'ingénieur de très très haut niveau que d'être capable de traiter des milliards de pages d'informations pour en tirer les quelques lignes qui vont nous intéresser. Donc c'est là, une fois qu'on a épuisé le champ de l'information disponible sous forme numérique, qu'on déclenche des moyens de recherche sur le terrain. Donc ça suppose d'avoir des correspondants, parfois des bureaux. On a une dizaine de bureaux dans le monde. On a 500 correspondants en permanence dans une trentaine de pays. Et ces gens-là sont ce qu'on appelle des gatekeepers, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une question plus particulière se pose à nous, c'est eux qui vont nous indiquer dans le pays quelles sont les sources, les ressources humaines, encore une fois, qui peuvent nous renseigner ou compléter l'information qu'on a déjà. Voilà. Et quand on a fini de croiser ces informations d'origine numérique d'une part, de terrain d'autre part, on arrive à une analyse qu'on veut stratégique et qui s'appelle l'intelligence économique. Donc tout ça a naturellement un coût. L'intelligence économique, ça n'est pas de la documentation, c'est de l'information à haute valeur ajoutée. Donc ça suppose d'être capable de mettre en place des équipes pluridisciplinaires, des linguistes, des financiers, des spécialistes de la recherche d'informations, etc. Et ce prix, il est payé par le client, et le client, c'est le plus souvent des très grands groupes multinationaux, en l'occurrence, pour les clients de la DIT, toujours des groupes français. J'ai eu un mandat très clair de leur part d'investiguer en quoi la puce RFID pouvait éventuellement redesigner leur business. Je leur ai proposé de regarder la palette non plus comme un support banal de marchandises, mais comme un support logistique. Puis on est parti sur du code barre ou de la puce RFID, le mot a été énoncé. Espionne ou détective privé? Non. Consultante intelligence économique en rendez-vous avec le responsable d'un pôle de compétitivité industrie du bois. C'est le quotidien d'un cabinet en région, assez loin des gros dossiers stratégiques évoqués précédemment. Mais la démarche est pareillement basée sur une analyse de l'environnement industriel, y compris international. Sachant que les Aquitains étaient en position de lobbying fort sur la palette européenne, c'était un peu dommage de laisser partir les Finlandais sur le sujet. Non mais voilà, pour moi c'est un exemple de en quoi l'intelligence économique peut permettre d'innover et avec des patrons de PME, enfin tu les connais quoi, qui sont pas du tout pro-innovation, même plutôt réfractaires quoi.
quand on est une femme, c'est peut-être plus naturel de faire parler, c'est souvent des hommes. Il y a des moments pour ce genre de choses, mais je dirais même que dans un moment de travail au bureau, simplement dans une logique professionnelle, on peut obtenir énormément de choses. Et c'est un jeu de relations humaines. Ce qu'elle fait, pratiquement, c'est du conseil stratégique, mais elle complète le service avec son réseau. Les uns pour des recherches Internet, d'autres pour des interventions plus délicates. Un de ses clients a été grugé par un entrepreneur qui ne l'a pas payé. Il fallait le retrouver. Alors Olivier a mené l'enquête du Cap-Vert à l'Afrique du Nord. Le matériel, en fait, qu'il ne règle pas, eh bien, se retrouve au Maroc. Et ça lui sert, en fait, en ce moment, pour lancer son activité. Au Maroc, en fait, il s'installe avec un partenaire qui serait concurrent direct de notre client. Olivier a un angle d'attaque qui est toujours, moi, ce que j'appelle le renseignement économique. Donc, il va travailler sur un axe particulier. La moralité d'un client, l'environnement, la compréhension de l'environnement d'un client, d'un partenaire, d'un fournisseur. Olivier a un savoir-faire pour comprendre la personnalité de l'individu qui nous intéresse. Et moi, je vais avoir plutôt une approche compréhension de la stratégie dans laquelle il s'inscrit. Donc on est complémentaires là-dessus. Et je peux vous demander quelle est votre formation? Je pense plutôt à la sécurité physique, type protection rapprochée. Mais autrement, c'est des formations en fait continues, principalement dans des centres comme l'UEDH, l'Institut des hautes études de défense nationale. On aura compris son job. Les enquêtes d'environnement, on voit, on devine aussi des infiltrations en entreprise, comme le détective à Cuir CCM. C'est le versant de l'intelligence économique qui côtoie le métier de détective privé. Et du coup, la hantise de l'amalgame arrive au galop. Alors on peut avoir des clients effectivement qui vont demander une information extrêmement critique, mais qui dans la manière de verbaliser les choses, ou même de contractualiser, laissent entendre qu'après tout c'est de notre responsabilité et que nos méthodes ne les regardent pas, mais sont assez finalement incitatifs à ce qu'on puisse faire des choses extrêmement poussées. On explique à son client qu'on n'a rien à gagner à aller dans ce genre de pratique, qu'on n'est pas non plus adapté nous à faire ce genre de travaux, que d'autres savent très bien le faire. Il faut probablement aller chez les anciens des services, mais ça s'appelle pas de l'intelligence économique, qui a beaucoup de risques à le faire et il y a probablement assez peu de gains à obtenir. L'information est classée en trois types. La blanche, donc celle qui est ouverte, qui est accessible à tout le monde, sur le net, dans la presse. L'information grise, qui est une information un peu plus pertinente, qui nous est donnée par un sympathisant, on va dire ça comme ça. Et l'information noire, qui est prise d'une manière complètement illégale. Il y a peu d'entreprises qui demandent des informations noires, il ne faut pas se leurrer parce que ça coûte cher, et puis c'est illégal, donc les risques sont excessivement importants. Lorsqu'ils demandent des informations noires, évidemment, ils ne vont pas le demander à des services de l'État. Cet ancien agent de la DGSE, les renseignements extérieurs, préfère rester anonyme. On aura compris qu'en tant que consultant en intelligence économique, il n'a pas seulement fait dans le strictement légal. Pourquoi les entreprises font appel à nous? Il y a un vrai besoin. L'entreprise, elle est souvent confrontée à des difficultés où l'État ne peut pas avoir un droit de regard. Donc nous, on est des anciens fonctionnaires ou des anciens responsables de services de renseignement. On a la possibilité de les aider. Vous prenez une affaire qui a eu lieu il y a de cela quelques années, EDF Greenpeace. Je connais bien le dossier, je connais très bien le consultant qui a été impliqué dans cette affaire. EDF, une entreprise qui était déstabilisée par l'association Greenpeace qui faisait des intrusions dans les centrales. Résumé des embrouilles. Des responsables sécurité d'EDF missionnent un consultant en intelligence économique et un informaticien pour obtenir des informations noires. Le plan d'action de Greenpeace dans des centrales nucléaires. Les deux compères, qui mènent par ailleurs d'autres missions de cet acabit pour d'autres clients, s'introduisent dans l'ordinateur du responsable des opérations de l'ONG.
Les privés, ils ont organisé le hacking d'un ordinateur de Greenpeace. Les personnes qui ont travaillé sur ce dossier ont été sévèrement condamnées. Des années de prison qui ont été requis, dont du ferme, avec des amendes très importantes. L'espionnage dans notre métier est à l'intelligence économique ce que le dopage est au sport de haut niveau. C'est toujours une déviance individuelle et c'est toujours une faute. Et c'est toujours une faute, confère le récent cas Armstrong, qui finit par être révélé. Voilà. On vit dans un monde de cristal dans lequel tout ce qui est commis aujourd'hui sera connu demain, dans 3 mois, dans 10 ans. Mais sera toujours connu. Donc ça impose aux gens qui font notre métier de faire de l'investigation à la fois au plus près de ce qu'est l'art, la matière, mais toujours en respect absolu de la loi, du règlement, de l'éthique des affaires. Pas d'autre discours possible. Il préside le syndicat des entreprises d'intelligence économique. Une cinquantaine de sociétés au cabinet de consultants, pas les détectives privés faisant dans l'intelligence économique. Pour éviter l'amalgame, le syndicat impose à ses membres une charte d'éthique qui proscrit le recours aux méthodes dites noires. Alors je crois que les sociétés d'intelligence économique sont toutes drapées d'une charte d'éthique et qui se présentent tous comme des chevaliers blancs. Alors je pense que ces gens-là mentent. Ils mentent parce que j'en connais quand même une très grande partie, parce que j'ai fréquenté les plus grosses sociétés d'intelligence économique. Et l'agent privé de recherche lui va servir de fusible, entre guillemets. Pour la simple bonne raison qu'il est beaucoup plus facile de responsabiliser, dans le cas où tout va mal, un privé, en disant nous n'avons pas fait ça ou nous n'avons pas demandé cela. Cet ancien gendarme devenu privé faisait les poubelles, comme on dit, pour le compte de sociétés d'intelligence économique. Mais c'était un agent double de la DST. Il espionnait les cabinets américains soupçonnés de travailler pour la CIA. Ironie de l'histoire, en 2011, il tombera pour avoir utilisé des informations protégées, celles que lui fournissait la DST. Lampiste des étranges relations entre services et officines. Il explique comment on en arrive là. Comment de gendarmes ou de policiers ou d'anciens agents de l'État, on devient agent privé de recherche? Vous savez là où aller chercher le renseignement et vous savez très bien que bien évidemment il va falloir que vous alliez à la source pour être efficace et pour pouvoir donner le résultat qui est escompté par la société d'intelligence économique qui vous emploie. Les agents privés de recherche ont divers moyens techniques à leur disposition. Tout d'abord, tous les matériels que vous pouvez, vous, trouver sur Internet. C'est-à-dire le paquet de cigarettes qui prend des photos, le briquet qui enregistre une conversation, et les lunettes dans les montures de laquelle on a une mini-caméra. Les aéroports, les trains, les gares, les hôtels, les taxis. Oui, tout peut être piégé. Les chasseurs d'hôtels de grands palaces parisiens. Bien évidemment, une autre technique consiste aussi à mettre, et c'est pas de la fiction, c'est vrai, c'est de mettre dans les pattes de la personne ciblée une très jolie femme qui va le rencontrer fortuitement, en tout cas c'est ce qu'il pense, et qui va s'attacher à son charme, à ce garçon, lui qui pensait ne pas en avoir, et qui va réussir à avoir quelques renseignements plus qu'importants ou à lui voler un carnet d'adresses, son portable ou son téléphone portable. Oui, tout cela existe. Tout ça se monnaie, tout ça fait partie de la guerre économique. Alors là, que font les sociétés d'intelligence économique? Elles font ces choses-là ou pas? de choses qui se sont passées, de connexions, d'échanges. Et si le point d'accès VPN il est à l'intérieur du LAN, moi je ne vois rien passer et je n'aurai jamais la moindre trace. D'accord. Est-ce qu'il est envisageable dans ces cas-là simplement de rajouter des logs
Ce serait possible, mais ce serait de déporter les logs de ce routeur VPN sur un log centralisé. Mais en cas de souci, et si on ne récupère pas de log, on est dans les soucis. Donc moi, je préférerais faire une zone spécifique dans le firewall avec une entrée et une sortie vers ce routeur VPN. Je pense qu'on est... Ah oui, en termes de... Oui, donc pas de changement de prix, en fait. Non. C'est une très bonne chose. Ce croisement improbable de Colombo et d'Indiana Jones n'est pas un privé. Il n'en a pas le langage. S'il s'occupe de sécurité, c'est de sécurité informatique. Il est informaticien et collaborateur de Béatrice, la consultante bordelaise en intelligence économique. Nous, on s'articule au niveau de l'intelligence économique dans la partie qui veut qu'on puisse contrôler. C'est d'être en mesure de vérifier la confidentialité des données, par exemple. Effectivement, on va qualifier un certain type de données ou un certain type de process pour dire celui-ci est particulièrement sensible et susceptible de livrer des secrets concernant l'entreprise. C'est vrai que c'est sympa. Et ouais, c'est pas demain que les utilisateurs Windows disposeront d'outils de ce type. En fait, on est toujours confronté à ces deux extrêmes. D'un côté, on voudrait que tout soit accessible et facile et qu'on n'ait pas de mot de passe à taper, qu'on n'ait pas à s'identifier et que quand je veux consulter n'importe quoi, ça me soit accessible depuis n'importe quel terminal. Mais à l'inverse, je ne souhaite pas que mon agenda personnel ou mes courriers personnels soient accessibles au monde entier. Ces paradoxes de l'intelligence économique à l'ère d'Internet donnent des insomnies aux spécialistes de sécurité informatique. Mais ils leur procurent des emplois. Et c'est ainsi qu'ils se multiplient. Et justement, débarquement d'informaticiens sur Monaco. Il faut entrer en résistance contre la liberté totale dans l'usage des technologies de l'information. Dans une entreprise, non, on ne travaille pas avec son terminal privé. Non, on ne connecte pas un terminal contrôlé par un tiers. Non, on n'installe pas le dernier joujou à la mode. Non, je ne mets pas les données de mon entreprise dans le cloud gratuit. Non, je ne mélange pas, je ne mets pas au même endroit les données sensibles et les autres. Non, je ne laisse pas connecter mon ordinateur si je ne suis pas présent. À l'étranger, non, je ne peux pas, dans ma chambre hôtel, accéder à la totalité de mon système d'information sans aucun dispositif de sécurité. Non, je ne vais pas au restaurant en laissant mon portable avec des données sensibles dans ma chambre d'hôtel. Non, je n'envoie pas par email des informations très sensibles. La sécurité, c'est aussi avoir le courage de dire non. Il se vit comme un chef d'état-major de la nouvelle guerre économique. Sa mission, protéger les systèmes d'information vitaux pour la nation. Il est comme un poisson dans l'eau ici, au milieu des marchands d'armes de la cyberdéfense et des responsables sécurité informatique des entreprises. Il dirige l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, dont le centre opérationnel recense les milliers d'attaques informatiques que subissent aujourd'hui les entreprises et leur cherche des parades. Chacun voit midi à sa porte. Lui, il voit aussi des espions partout. La situation, elle est très mauvaise en matière d'espionnage. Grosso modo, en matière de cyberespionnage, on en a beaucoup, beaucoup trop. Probablement une situation pire qu'à la guerre froide. Et pour une raison simple, c'est que c'est extrêmement facile aujourd'hui de faire des attaques informatiques en matière d'espionnage. Se doter de l'arme informatique, c'est extrêmement facile. Une arme informatique, c'est un virus. Et donc, grosso modo, il vous faut un informaticien, un petit peu doué, mais enfin bon, des ordinateurs et un accès Internet. Donc, grosso modo, des attaquants, ça peut être absolument n'importe quoi. Ça peut être des individus, ça peut être des officines, ça peut être des services de renseignement, ça peut être des États, ça peut être des mafias, ça peut être des organisations criminelles, ou ça peut être, comme très souvent, des gens qui travaillent en réseau, sans véritable structure,
et qui sont en quelque sorte des mercenaires et qui louent leurs services. Le matin, ils vont louer leur service à une officine pour faire de l'espionnage. L'après-midi, ils vont louer leur service à de la cybercriminalité pour faire du vol d'identité, du phishing, du vol de carte bancaire. Et le soir, ils vont vendre leur service à un service de renseignement pour pouvoir mener des affaires de renseignement. Voilà. Et quand bien même vous savez qui est derrière l'ordinateur, ce gars, il est manipulé par qui, il travaille pour qui. C'est assez rare qu'on soit capable de vraiment dire, voilà, on sait que c'est X ou que c'est Y commandité par Z. Et donc, voilà. Ça, c'est le job du renseignement. C'est d'abord le job du renseignement. Ouais. Dans la cyberguerre, le pirate se cache derrière des rebonds. Les milliers d'ordinateurs qu'il a contaminés par un cheval de Troie, sorte de virus informatique qui lui permet d'en prendre le contrôle. Ainsi, il peut actionner une armée disséminée partout dans le monde, selon une chaîne qui se joue des frontières et masque sa localisation à lui. Regarde. Physiquement parlant, ça doit être très difficile d'entrer. Enfin, l'impression de difficulté joue beaucoup aussi dans le fait que très peu de gens essayent. La dissuasion dans le monde numérique n'existe pratiquement pas. Regarde. Autant quelqu'un envahit ton pays avec une paire de chars, tu leur balances une bombe nucléaire, ça pour le coup c'est dissuasif. Aujourd'hui, on n'a pas de moyens efficaces de dissuader quelqu'un de passer à l'acte numériquement parlant. On n'a pas le droit de contre-attaquer à une attaque et donc de faire de la dissuasion active. Il a la décontraction de celui qui maîtrise son sujet. C'est un cadre de la cyberdéfense. Il en pilote la doctrine et recherche de nouvelles ripostes au sein de ADS, l'une des entreprises les plus exposées aux attaques informatiques. L'aéronautique, c'est un domaine concurrentiel. C'est pas un problème qui est neuf avec les systèmes d'information. C'est quelque chose qui a toujours existé auparavant. Mais c'est effectivement aujourd'hui l'espionnage industriel, par exemple, c'est une menace qui se concrétise à travers les systèmes d'information, comme avant elle s'est concrétisée à travers l'espionnage du téléphone, l'espionnage du courrier, enfin, et tout ce qu'on veut, quoi. On imagine l'espion qui va déployer des trésors d'agilité pour rentrer dans un bâtiment la nuit, se faufiler, trouver le bon bureau, ouvrir le casier et prendre les photos avec son petit appareil, là. Mais je dirais le retour sur investissement, il n'est pas génial, quoi. Le gars, il va passer la nuit pour prendre 10 photos de documents ultra secrets, alors que finalement, il fait la même chose. Il arrive à booter une machine dans le réseau, à se connecter, rentrer dedans, et sur sa clé USB, il va ramener 40 gigas de données. Enfin, ça a plusieurs particularités qu'on n'a pas dans le monde réel. Le fait de, par exemple, le même espion va pouvoir télécharger des données en même temps à 45 endroits différents dans le monde, alors qu'il ne peut pas rentrer dans 3 bâtiments en même temps. On nous dit, ouais, machin, le défenseur, il a des moyens infinis et pourtant il n'arrive pas à bloquer le pauvre attaquant qui mange des pizzas au fond de sa cave. C'est plus une asymétrie de moyens. C'est comme si on vivait dans un monde où je pouvais vous couler un porte-avions avec une épingle à nourrice. L'attaquant, il va envoyer 500 mails, il suffit qu'il y ait un utilisateur qui clique dessus. Et c'est tout, il a besoin que de ça pour démarrer son attaque. On peut trouver des outils sur Internet assez facilement qui permettent de décrypter le mot de passe administrateur. Et donc une fois qu'on aura le mot de passe en clair, on va pouvoir carrément rentrer, se loguer sur le site à la place de l'administrateur. Donc là voilà, on y est. C'est du piratage. Ouais. C'est illégal, ça. C'est illégal, oui. Sauf que vous le faites pas. Non, c'est dans le cadre de l'école, c'est vraiment quand on est ici pour apprendre. Mais voilà, ça reste effectivement dans un cadre pédagogique, ça sort pas de ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on vous apprend à être des hackers, mais vous le faites pas. Non, on le fait pas chez nous. Ok, c'est surtout pas des hackers, mais des élèves informaticiens simulant des attaques pour déceler les failles de sécurité des entreprises. Lui, ça l'amuse plutôt. Ici, c'est une sorte de gourou, directeur adjoint de l'école. Il a été l'un des pionniers de l'Internet, là où justement s'affrontent aujourd'hui les deux faces de l'intelligence économique, offensive et défensive. Un monde merveilleux.
Le monde d'Internet, c'est ça qui existe aujourd'hui. Et ce monde-là, en fait, aujourd'hui, il faut le considérer un petit peu comme le Far West. Ceux qui sont ici, là, autour de nous aujourd'hui, c'est eux qui vont construire le monde de demain. Comment ils vont le construire, je ne peux pas vous répondre. Il y aura sûrement des bandits, il y aura sûrement des shérifs. On a déjà des anciens qui sont des très grands shérifs et qui sont utilisés par les plus grandes agences de l'État, que ce soit les services extérieurs, les services intérieurs, l'ANSSI, la gendarmerie, la police. On en a partout. On en a sûrement, très certainement, qui sont aussi de l'autre côté de la barrière. Si ça se trouve, c'est des collègues de promo. Si ça se trouve, ils étaient assis comme ces deux-là il y a encore 10 ans, l'un avec l'autre. Ce jour-là, grand-messe de présentation des tests d'intrusion avec un parterre de patrons et les partenaires de l'opération, CGPME et gendarmerie, où il se confirme que cette dernière est fort utile. Elle nous fait entrevoir qu'avant même que l'on parle d'intelligence économique, on en faisait de l'intelligence économique. Alors, j'ai une boutade qui dit que la gendarmerie existe depuis 8 siècles, et ça fait 8 siècles que la gendarmerie fait de l'intelligence économique. L'intelligence économique, c'est ni plus ni moins que de l'information économique, du renseignement économique. Donc la gendarmerie a toujours fait du renseignement, et à ce titre, elle en fait depuis toujours. Il y a un maître mot pour moi en matière d'intelligence économique, c'est d'être ni parano, ni naïf. Il faut trouver le juste milieu. T'es pas d'accord ? Si, je suis d'accord, mais moi je parlerais volontiers de guerre économique. Les services de l'État disent volontiers que les entreprises françaises font l'objet d'une attaque toutes les 7 heures. Toutes les 7 heures, il y a une entreprise française attaquée. Et la tâche est immense pour sensibiliser les chefs d'entreprise en la matière. Et j'en parlais, écoutez, avant-hier avec un ami de la DCRI, et puis on en parle couramment avec la gendarmerie. On a l'impression que ça progresse pas très vite. Alors, version tranquille ou version inquiète? Les deux, mon commandant. Car finalement, l'intelligence économique, c'est quoi? Du renseignement et même de l'espionnage, mais on n'ose pas le dire? Un concept marketing pour appâter les managers? Ou une idée pas inutile pour faire prendre conscience de la guerre économique à l'ère de la mondialisation? Sans doute, un peu tout cela à la fois.